Ok, celui-là j'en suis fier, c'est un des plus beaux studio tours que j'ai fait. Aka Studio à Lausanne. Alors Aka Studio, c'est géré par 2 personnes, Thomas et Alexis. J'ai découvert leur studio et leur travail un peu par hasard. J'ai prêté en fait le Odez MM500 à Thomas qui voulait acheter un casque pour checker les aigus. Et il a adoré le MM500, donc il l'a acheté. Et ensuite, j'ai checké son travail, j'ai adoré. Il a fait notamment le dernier album de Giorgio, qui est super. Et puis, il fait pas mal de trucs groove et soul qui sonnent d'enfer. Et Alexis aussi n'est pas en reste. Il a un catalogue un peu plus rock indé. Mais voilà, 2 très bons ingés qui font du rec et du mix à Aka Studio à Lausanne. C'est un vieux studio, ils l'ont rénové, c'est hyper bien décoré, hyper joli. Et ils ont conservé les acoustiques Tom Idley, évidemment. Alors, vous le voyez pas dans la vidéo, mais moi, je le sais, ça sonne d'enfer. C'est Tad Kinoshita que vous verrez dans la cabine A. Donc voilà, je vous laisse avec le studio tour Aka Studio, magnifiquement décoré, magnifiquement équipé avec 2 personnes hyper sympas. Et avant qu'on commence, je vous invite à me suivre sur Insta et Facebook et TikTok. J'ai du contenu exclusif sur ces plateformes, donc vous ne voulez pas louper ça. Et enfin, pensez à me contacter pour tous vos besoins en mastering. Je fais l'essai gratuit et en ce moment, j'ai 20% si vous passez par Soundbetter. Voilà. Sans plus attendre, je vous laisse donc au studio tour Aka Studio. Ciao, bienvenue. Salut. Bienvenue à Aka Studio. Alors moi je m'appelle Alexis Sudan et Thomas Glort. On travaille ensemble depuis 7-8 ans. Ouais, moi je suis là depuis 14 ans là, maintenant. Depuis 2009, un truc comme ça. Voilà. Ok. Et donc on est dans un studio qui existe depuis 89, qui a été fait dans la régie sous cette forme actuelle en 91. Et il y a eu pas mal de changements, pas mal d'admins différentes dans le studio. On est la 6e administration, je crois, un truc comme ça. Et aujourd'hui, ça s'appelle Aka Studio. Aka Studio, ouais. Donc ici, on a tout l'espace de salon un peu. Enfin, salon principal, c'est un endroit où on a pas mal travaillé sur la déco, sur l'éclairage. Comme tu disais Thomas avant, le fait qu'on soit en 2e sous-sol, on a vraiment voulu faire en sorte que ça soit pas quelque chose de douloureux, quoi. Ouais, et puis on veut surtout que les artistes se sentent bien. C'est ça. On est souvent en comité réduit, vu qu'on fait assez peu d'enregistrements. Au final, on est souvent avec un producteur, l'artiste principal ou quelques membres de band, et on voulait vraiment qu'ils se sentent comme à la maison. C'est ça, on a vraiment travaillé le côté cosy, pas mal travaillé aussi sur la décoration, les meubles, la peinture. Donc ouais, l'idée c'était vraiment d'avoir le truc le plus cosy et le plus chaleureux, sans pour autant... Et que t'oublies assez vite que t'es dans un sous-sol en fait. Voilà. C'est un peu ça le truc vraiment important, quoi. Mais du coup, je peux te montrer la petite salle de repos aussi qu'on a là, qui va un peu dans la lignée d'oublier le côté un peu pénible du sous-sol. Donc là, c'est la psychanalyse du client. Petite pièce de psychanalyse. Si l'ingé a un problème, il peut s'asseoir. Si le client a un problème, il peut s'asseoir, il n'y a pas de souci. Et je sais pas, on se disait que on aurait pu faire un dépôt ou une espèce d'edit room ou un truc. Puis on s'est dit c'est plus intéressant d'avoir un truc qui sert pas à grand chose. Je sais pas, ça crée un espace dans l'esprit. Ça contribue vachement à l'atmosphère, quoi. Ouais. Enfin, nous, c'est un truc qui est hyper important pour nous, quoi. Pour ma part, j'y passe 300 heures par mois. Ouais, alors déjà ça. Ici. Donc j'ai envie d'être bien. C'est ça. Et que ce soit un truc dont les clients se rappellent, quoi, tout simplement. Et le studio, il n'a pas toujours été comme ça, vous m'avez dit. Non, alors cet espace existait pas. C'est comment pas. alors l'ambiance décorative et... Ça, c'était autre chose. On s'y sentait bien ou pas? Ouais, étonnamment, oui, mais c'était beaucoup pas autant bien. Mais... pas autant bien, mais c'était très bas de plafond. Il y avait pas... Il y avait des faux plafonds super bas. La moquette au sol, moquette au mur. Ouais, c'était dur. C'était un délire. C'était un délire. Et pendant la reconstruction, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rasé le bâtiment au-dessus et ils ont préservé le studio et remonté un bâtiment au-dessus, en gros. Il y a eu un espèce de miraculeux dégât d'eau, comme ça, qui fait que les moquettes ont été enlevées, quoi. On a dû les virer. Ouais, au final, c'était tant mieux, quoi. Quand on est revenu, on a vraiment reçu ce local complètement vide, quoi, hyper brut. Et du coup, ça nous a permis de reprendre le truc un peu depuis le début, quoi, de retaffer la peinture, de choisir quel sol on voulait, de refaire tous les éclairages. Donc, ça, c'était assez une aubaine, quoi, à ce niveau-là. Ouais. On continue la visite ? Allez, let's go. Et voilà. Le fleuron de la flotte. Trop bien. Voilà, ça c'est la régie A, donc c'est la régie qu'on occupe le plus à l'année. On se la partage entre Alexis et moi. Je dirais, je sais pas, ouais, 25 à 30 jours par mois en moyenne. Et c'est des années et des années et des années de comment on dit, trial and error, d'essais et d'échecs jusqu'à arriver à la V4000. Mais vous partiez d'une bonne base quand même, parce que qui c'est qui a conçu la room là? Ouais, c'est une room Tom Idley non environnementale.
ma théorie, c'est peut-être la plus petite. Je suis pas complètement sûr de ce que j'avance, mais j'en ai jamais vu des aussi petites. Et donc c'est une roue Midley, mais qui avait été un peu maltraitée au fil des années, surtout au niveau électrique et électronique. Et on a, évidemment, l'acoustique elle-même est mortelle, le mur avant, enfin c'est comme dans toutes les régies de ce design-là, c'est un gros mur bien lourd avec des haut-parleurs encastrés dedans, le son qui vient vers moi, qui part derrière et qui revient jamais, concrètement. Parce qu'on vous savez un peu ce qu'il y a, les détails, il y a quoi? Il y a des bass traps derrière? C'est des absorbeurs large bande, comme dans toutes les roues Midley, c'est ces espèces de panneaux suspendus couverts de laine de verre. Et elles sont un peu comme ça, en éventail. Et ça suit un éventail, Et l'idée, c'est que les aigus, concrètement, le principe général, c'est que les aigus viennent mourir dessus, et l'énergie des basses fait bouger le panneau, et le panneau ne renvoie pas ce qu'il reçoit, quoi. Donc c'est un absorbeur qui bosse, comme son nom l'indique, dans un large spectre fréquentiel. Ok. Avec des Kinoshita, évidemment. Voilà, avec les plus petites, d'ailleurs. Plus petites. C'est les plus petites, c'est les plus petites. Et qui sont fabuleuses, quoi. En tout cas, j'ai eu la chance d'apprendre à travailler là-dessus, pour ma part, donc c'est vraiment la maison, et j'ai de la peine à travailler sur d'autres enceintes. Elles ont les défauts qu'elles ont. C'est quoi les défauts? Elles sont pas particulièrement flat, dans le sens où elles ont une vraie, vraie bosse vers 2,5. Ça reste un son assez agressif quand même. Voilà, il y a un truc un peu dur au médium, comme ça, enfin vers 2,5, 3 kilos. Peut-être que ça manque un tout petit peu d'air, vraiment tout en haut. Mais c'est compensé par la précision, par la vitesse, par le rendu du bas qui est super tendu, qui est très tight, qui baffe pas. Ouais, puis surtout ce truc de transition, quoi, qui est c'est ultra tight. Un système extrêmement rapide, notamment dû à l'électronique qu'on a derrière, quoi. Ok. Et vous avez, oh là là, tellement de matos, mais enfin tellement, oui et non, mais une sélection trop bien. Enfin moi en tout cas je suis fan. Il n'y a pas tant de trucs que ça, mais des trucs bien choisis, quoi. Est-ce qu'on peut parler du truc, c'est le plus détail, c'est le truc le plus insignifiant pour certaines personnes, mais alors moi je suis amoureux de ça. On a quand même les Stream Deck intégrés au custom. Hein. Voilà. Ouais, bon, ça c'est anecdotique et en même temps ça l'est pas. Je trouve assez révélateur aussi d'une valeur qu'on a qui est assez chère, qui est l'attention aux détails, quoi. On a ce truc de nerd aussi où des fois on bloque sur des détails à la noix. Je sais pas, ça nous fait marrer aussi. C'est pas que ça nous a pris 6 mois de la faire, la planche, puis c'est plus joli, puis ça présente, puis résultat, tu viens et tu le remarques. Il y a une personne sur 50 qui le remarque. Quoique ça, en vrai, il y a pas mal de gens qui le remarquent, ça me fait marrer. Nous, on l'a vraiment fait parce que je déteste les câbles, en vrai, à la base. C'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu toute cette philosophie avoir un bon studio qui est accueillant, dans lequel tu fais du bon travail, c'est pas juste avoir des bonnes machines, tu vois. Ça aussi, ce truc dont on a parlé plein de fois, qui est de l'odeur, où on s'est pris ça paraît con, on s'est pris pas mal la tête sur l'odeur de l'endroit. Les parfums d'ambiance. Et on a essayé plein de parfums d'ambiance différents et tout, enfin, ce truc d'expérience globale, quoi. Ces appareils, là, ça vous permet du coup d'automatiser des trucs, et c'est ce qui vous permet de travailler avec tout ce matos analogique au quotidien, quoi. Vous travaillez vraiment avec du matos, quoi. Ouais, alors ça dépend, en tout cas pour ma part, ça dépend des projets, mais disons 95% de mes chaînes de voix sont analogues, 95% des reverbs que j'utilise sont en outboard aussi. Et étant donné que je fais beaucoup plus de musique programmée que de musique acoustique, on va dire, contrairement à Alexis, j'ai moins le besoin de passer un kick d'une prod de rap dans un compresseur DBX, quoi. Ouais. Par contre, pour les voix, ça fait une vraie différence, et surtout les effets. Moi, c'est surtout au niveau des effets. Tu nous en mentionnes quelques-uns? Bon, il y a les reverbs EMT. J'ai une maladie, je pense. Je pense avoir un problème. Je dirais que ces deux-là sont vraiment... sont vraiment les deux reverbs que j'utilise le plus. Ça, c'est une 252, et ça, c'est une 245. Ouais, le 45, c'est un peu le fétiche, quoi. Voilà, le 45, c'est le fétiche pour tout le monde. Il y a une 246 ici aussi. Enfin, globalement, les reverbs EMT ont un truc, une espèce de densité comme ça que j'ai jamais vraiment réussi à refaire avec des plugins. Et sans mentir, étant donné qu'on les a, j'ai aussi pas cherché pendant des plombes à recréer le truc. Combien même tu peux la refaire en digital, tu y es peut-être plus vite à ce que tu veux avec ça. C'est ça. Il y a les classiques, on a un Space Echo. Personnellement, mon petit favori, c'est la Spring Fender qui est en bas. Parce qu'elle fait stong juste comme on veut, elle donne de l'attitude à tout, pour peu que ça se prête au style de la chanson sur laquelle on travaille. J'aime beaucoup ça, mais en fait, tout ce qui est là, on l'aime, c'est pour ça que c'est là. C'est ça. Il y a un peu rien qui reste tant de choses que ça, mais on utilise quand même tout, quoi. Mais c'est quoi ces EQ là?
C'est des EQ Avalon, du tout début de Avalon, donc avant qu'ils sortent les séries 20, et ça a été designé aussi par Win Morrow. Et c'est un système modulaire, il y en a très peu, c'est rarissime, j'ai mis assez longtemps à les trouver. Il y a des préamps des EQ, des compresseurs optiques, et j'ai découvert il y a peu qu'il y avait des DI aussi. Ok. Ouais, mais je crois que des racks comme ça, il y en a 20 en tout. Et il y a aussi une dizaine de racks où il y a que 3 U. Et c'est l'ancêtre du 2055. Avec zéro dépense, comment ils disent, ils ont coupé aucun coin, le rail audio il est à 80 volts, c'est-à-dire le span c'est moins 80 plus 80, enfin c'est complètement, tout est overkill, mais c'est probablement le meilleur EQ que j'ai jamais entendu, et le préampli est phénoménal aussi, quoi. Les préamps micro, j'ai jamais entendu un préamp aussi, rapide, aussi clean, surtout pour le genre de voix que j'enregistre, en général je veux le truc le plus clean, avec la meilleure réponse impulsionnelle possible, quoi. La meilleure réponse de transitoire, j'entends. Et voilà, c'est très rare, et ça chauffe énormément, et il faut pas qu'il y ait un ampli up qui casse, mais c'est là. 33609B, donc encore avec les beaux transfos. On a beaucoup de trucs Focusrite de l'époque Nive, parce que ça marche de façon magnifique aussi, surtout sur les voix, je dirais. Et les guitares, toi t'aimes bien ça sur les guitares. Des rééditions de Pultec, et puis voilà, il y a pas mal de... Ah oui, puis bon, évidemment, voilà, on a un sidecar Studer. Un peu la petite nouvelle qui est arrivée. Ok, alors vous en servez comment? Beaucoup pour le tracking. Enfin, étant donné que nos préampes de base, on a un Straclad MP32 d'Antelope qui est clean, mais qui est pas forcément hyper vibey, quoi. Donc qui a un chouette go-to, mais qui est pas un truc hallucinant. Et du coup, on a un peu chopé ce Studer pour compléter ça. Donc pour tracking, tu passes des drums là-dedans, c'est assez l'émeute. Et surtout, tu peux y aller fort. Et après, sinon, souvent, on l'utilise... Enfin, souvent. Dépendant du style, moi, en tout cas, j'utilise en mix pas mal. Ouais, moi aussi. Mais des batteries acoustiques, en général, j'aime bien passer dedans. C'est ça tasse assez cool. Et bah, surtout 10 canaux de super préamp, quoi. Et ouais, et DQ super propre pour l'époque, parce que je crois que c'est fin 70. Ouais. Et c'est pas du tout comparable. Enfin, c'est, je pense, dans la même ligue qualitativement qu'une Nive ou qu'une MCI ou un truc de cet esprit-là. Mais au niveau du son, c'est beaucoup plus propre, quoi. Ouais. Ils faisaient des enregistrements d'orchestre avec ça à l'époque. Ouais. Donc voilà. Disons que l'attention était aussi beaucoup mise sur la maintenance du matériel. Il y a à peu près tout qui a été recapé entre 2020 et 2021. Tous les électrolytiques, toutes les tantales. On a un tech fabuleux qui est un homme de détail aussi. Okay. Ouais, lui, son trip, c'est vraiment de te le refaire d'usine, quoi. Autre chose à rajouter sur cette pièce? On peut parler un peu du monitoring, de la conversion peut-être. Ouais, disons qu'on essaye d'avoir C'est caché derrière. Donc on a un Bricasti pour l'écoute qui est arrivé il y a pas longtemps, ce qui fait qu'on utilise la Vossette vraiment que pour la partie analogique. Ouais, c'est ça, avant on convertissait avec pour l'écoute. Voilà, on n'utilise plus. En fait, on utilise toujours le converto de la Vossette mais pour écouter des références ou des trucs comme ça. Et surtout, bon, une des raretés, au-delà du fait que les Kinoshita sont déjà bien rares en tant que telles, c'est qu'elles sont drivées par des amplis Cello. Pour ceux qui ne sauraient pas, Cello, c'est la marque de Mark Levinson, avec Colangelo comme ingénieur et designer. C'est des amplis aussi assez rares et qui ont l'avantage d'encaisser les drops d'impédance des Kinoshita nickel. Et vu que le système électrique a été refait vraiment depuis from ground zero, le système a un rendement vraiment mortel, quoi. Et un rendu vraiment mortel surtout. Très rapide. Donc c'est complet. À partir du moment où ça sort du DAW, c'est full analogique jusqu'aux oreilles. Il n'y a pas de DSP, il n'y a rien. Des filtres passifs Kinoshita qui sont là en dessous. Et voilà. Room suivante? Ouais. Donc, bienvenue dans notre live room, qui est aussi une room qu'on loue à l'année à un producteur, Mathias. De base, on n'est pas forcément un studio qui enregistrons énormément. Je pense qu'entre toi et moi, on enregistre peut-être 10 bands à l'année. Ouais. Prise de voix un peu plus quand même. Mais du coup, on a tout un système. On a monté tout son desk sur un plateau à roulettes. Ça nous permet du coup, dès qu'on a des bands à enregistrer, de tout pousser dans le coin. Et ça occupe 2 mètres carrés de l'espace de la room. Donc jusqu'en quintet, sextet, ça reste assez confortable. Et donc ouais, c'est une room qui est quand même à la fois très mat, mais qui a quand même beaucoup d'air. C'est un peu sa grande qualité. Diffuseur. Ouais.
Donc ça vous donne un peu plus de flexibilité sur le son que vous voulez? Écoute, c'est difficile de savoir. J'ai jamais vu ce genre de diffuseur dans des roues Idley. C'est aussi Idley, il y a les mêmes absorbeurs derrière les tissus, mais j'ai jamais vu un diffuseur comme ça dans une roue Idley. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui date d'avant l'intervention d'Idley ou si, étant donné, je sais pas, des caractéristiques de l'espace, il aurait pris une décision différente. Mais le résultat étant que c'est pas anéchoïque du tout, quoi. C'est plutôt très très agréable, mais il y a, je sais pas, il doit y avoir 0,2 de temps de reverb, un truc comme ça, ou 0,3, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez court, quoi. Et avec des early qu'on entend vraiment, mais qui se diffusent d'une façon très très musique. Enfin, ouais, c'est assez agréable, ça permet vraiment d'avoir un truc très contrôlé, quoi. Voilà, on peut avoir... Dans le cas des prises de voix, ce qui est quand même le truc qui me choque le plus à chaque fois, c'est que c'est pas du tout nu, on entend vraiment comme Matt le disait avant, de la 3D en mono, quoi. De la stéréo en mono, presque. Parce qu'on a l'impression d'être enveloppé, mais en même temps, on garde les voix... T'as quand même de la proximité. Très, très devant, quoi. Et ça marche pareil pour les batteries de type soul, funk, reggae, c'est fabuleux. C'est ça, c'est toujours plus simple de rallonger les sons par après que de les raccourcir, quoi. Voilà. Alors le défaut, c'est qu'on peut pas faire Led Zepp, quoi. Donc voilà. Mais comme le disait Alexis, étant donné qu'on enregistre relativement peu, on a préféré louer la pièce à Matt, qui en plus au niveau de ses compétences est super complémentaire de ce qu'on fait. C'est quelqu'un qui fait des edits vocaux, du tuning de façon... prod vocale, il a une bonne machine aussi. Ouais, magnifique. On peut voir son desk un peu? Ouais, bien sûr. Donc ouais, il a tout basé autour d'une SSL Matrix. Il a tout basé autour d'un écran surtout. Oui, alors clair. Il fait beaucoup de musique de film. Et il fait beaucoup de trucs à l'image. Et lui traque pas mal, mine de rien. Ah oui, c'est vraiment les machines de voix, quoi. Ah oui, alors voilà. C'est, Voxbox, un autre Voxbox. Ouais, pas de la même période. Je suis pas particulièrement fan de la Voxbox, voire même pas du tout, mais il arrête pas d'essayer de me convaincre que celle-là est vraiment bien. Et j'ai jamais eu l'occasion, j'ai pas vraiment eu le temps de réécouter. Mais toutes mes expériences avec cette machine, je sais pas, je suis pas fan, quoi. Je trouve qu'il y a un truc un peu sableux, si ça fait du sens à quelqu'un. Il y a un truc dans le haut que je trouve... les gens appellent ça très soft, très doux, machin. Moi, je trouve ça plutôt peu défini, en fait. Et toi, tu disais que tu aimais bien les préamps bien rapides. Ouais. J'ai envie... C'est peut-être ça, alors, qui te manque? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'Alexis disait, en fait. C'est lent. C'est lent. Ouais, moi, je trouve ça vraiment lent, quoi. Moi, j'aime avoir la sensation, quand j'écoute, quand je suis dans la pièce avec l'artiste, je l'entends chanter, que je reviens derrière mes haut-parleurs, que j'ai l'impression d'être dans la pièce avec l'artiste, j'ai gagné. Et j'ai pas cette sensation-là avec ce préampli-là, tout simplement. Ok. Mais non, sinon, ouais, Matt essaye d'avoir un panel de couleurs le plus vaste pour les moments où il fait de la réal et de la prod vocale, surtout, quoi. Là, on est en train de bosser sur un projet où c'est lui qui a fait tous les enregistrements de voix et justement pas mal de prod vocale. Et il me donne des super options sans pour autant me dire débrouille-toi avec ce que je te donne. Enfin, et c'est avec cet éventail d'outils-là qu'il y arrive. Tu vois. Il a un joli parc de micros aussi, donc c'est... On continue la visite ? Mais voilà, donc ça c'est la régie B qui, selon un prospectus de la fin des années 80 que j'ai trouvé, qui parle du studio qui à l'époque s'appelait 60, c'est un studio low cost pour que les clients puissent ingénierer eux-mêmes leurs sessions. Et apparemment c'était le studio que MIDI, donc il y avait une Simmons, il y avait toutes sortes de DX7 et autres synthés FM de l'enfer, des séquenceurs, sauf erreur, je suis pas sûr à 1000%, mais je pense qu'il y avait un 8 pistes analogue et une petite console. Et maintenant, c'est aussi Idley, mais c'est pas du non-environnemental by the book comme dans le studio A. Et maintenant, c'est loué à l'année par une école d'ingénieurs du son. Ok, donc une belle acoustique. Ouais, la pièce sonne bien. On a fait... Enfin, en l'occurrence, le prof de cette école d'ingénieurs du son a fait une modif à l'arrière, où il a rajouté une membrane, une grosse membrane à l'arrière, et ça a résolu beaucoup de problèmes qu'il y avait avant. Il y avait un vrai retour de basse avant. Et disons que là, il y est beaucoup moins. Il s'est réglé à 95%, avec très peu d'intervention. Et est-ce que c'est utilisé au quotidien, ça, les Ravens, ça?
Je Moi, crois, je crois qu'il l'utilise pas mal, ouais. je crois qu'il l'utilise pas mal, mais qu'il l'utilise moins que ce qu'il pensait. C'est un peu ce qu'il me disait. Le tactile, il pensait s'en servir beaucoup plus, disons plus en profondeur. Il s'en sert au quotidien pour des petites manips, mais je pense pas qu'il ride les faders comme ça. Mais ça reste, ce que j'aime bien chez Slade, c'est qu'il essaye de rendre plein de trucs abordables. Et il va vraiment dans ce truc de démocratisation qui est à double tranchant, mais au moins il le fait pour de vrai, disons. Il essaye d'enable les gens à pratiquer le métier. Et sinon, il y a aussi un Avo7, parce que pourquoi pas. Et on va progressivement avoir peut-être un petit rig secondaire ici pour pouvoir faire des edits, faire des trucs, envoyer un potentiel assistant, enregistrer des voix pendant qu'on bosse à côté. Chose qu'on fait déjà, mais c'est un peu plus mobile qu'un setup fixe. Et il y a une toute petite live room à côté qu'on peut vous montrer, qui est plutôt surprenante au final. Voilà, qui est toute petite et qui est connectée avec le studio A. Donc on a toutes les pièces sont connectées d'ailleurs, toutes les régies, le salon et tout. Et qui à la base a été faite pour faire des percussions, qui était vraiment pensée pour faire des percus. Et personnellement, je trouve que c'est pas dingue de faire des percus ici. Par contre, je trouve ça assez magique pour faire des cuivres. Ouais, pour une sélection de cuivre, ça... Il y a un truc où il y a du bas, il y a un peu de bas qui s'ajoute, et en même temps, ça claque quand même. Voilà. C'est une petite room. On n'enregistre pas super souvent, mais quand on le fait... beaucoup de réamp, par contre. Voilà, tous les amplis ici. Ouais. Trop bien. Où est-ce qu'on va ensuite ? On a un peu fait le tour, là. Donc du coup, le studio aujourd'hui, qui c'est qui... Vous êtes les deux, donc qui gérez un peu le studio, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok. Et au quotidien, alors vous faites quoi ? Surtout du mix, du rec ? Pour ma part, c'est 90% de mix. Ouais, moi je suis peut-être sur un 60-40, mais Voilà. c'est quand même majoritairement du mix pour les deux, ouais. Quelques beaux projets à citer là récemment qui sont sortis ? Le dernier album de Giorgio, le dernier album de Becker. De Becker qui est sorti, qui est sorti très récemment. Toi, Étienne Machine. Étienne Machine, ouais, on a un band de rock en fin d'année. Valentino Vivace, sinon un artiste de pop italien qui a été nominé là au Swiss Music Award. Donc c'est un projet assez cool. Navy aussi, une chanteuse de soul d'ici, pour qui je fais la réal, qu'on a fait les recs, les mix, pas mal de prod, et qui vient de faire un Colors Berlin là. Donc ouais, pas mal d'artistes émergents. Yako and the Guilty Pleasures, c'est un petit groupe de soul d'ici, mais qui joue beaucoup en live et qui n'a jamais vraiment sorti de groupe, de disque. Et là ça commence, donc ça se joue entre des gros artistes et puis beaucoup bosser avec les artistes locaux, quoi. Ouais, il y a un truc une volonté de faire avancer la scène locale qui est quand même assez présente, quoi. C'est ça. On est tous les deux, je pense, des mecs de scène, dans le sens scène de groupes musicaux, si tu veux. Moi, j'étais dans le reggae beaucoup, dans les sound systems, dans le dub, dans le punk aussi pendant longtemps. Alexis est vraiment dans ce truc indie, puis on trouve important de contribuer à la scène et au terreau, quoi. Surtout que là, en ce moment, en Suisse, depuis 2015-16, quand Makala, Dime, Slimka, tous ces artistes-là ont commencé à s'envoler, ça a vraiment mis le focus sur ici. Il y a beaucoup d'artistes qui ont réalisé qu'ils peuvent le faire depuis ici aussi. Ça crée un chemin, quoi, et un sillage. C'est ça. Et on a vraiment envie d'aider à creuser ce sillon-là, quoi. Donc c'est super, les gros artistes, et on est tous heureux de faire des gros artistes, mais on est très très attachés au fait de faire des petits artistes aussi. Trop fort. Trop bien, merci pour l'accueil, en tout cas c'était trop bien. Avec plaisir. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.